Bonjour à tous et à toutes. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui en cette soirée à l'occasion de la journée de l'habitant et de l'habitante, une journée mondiale sous l'égide de l'ONU, une journée de mobilisation pour le droit au logement, pour le droit de bien vivre dans un logement digne et contre les expulsions. Alors cette année 2022, le thème retenu, c'est le thème de la démocratie, parce que c'est vrai, le logement n'a pas à être en dehors de la démocratie. En gros, il y a un peu une identité de l'habitant et de l'habitante qui n'a pas à être placée en dehors du champ démocratique. Parfois, on se dit, il y a les identités politiques, il y a les identités syndicales, etc. Et tout ça fait partie du champ de démocratie. Et pas le fait d'habiter dans un logement ou d'habiter dans un territoire. Le seul problème, c'est que il y a tout un écosystème qui a été mis en place depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, notamment un écosystème fait de politiques de casse des services publics et de mise en place d'un système néolibéral qui ont réduit l'exercice de cette citoyenneté. On pense notamment, par exemple, en ce qui concerne le logement et notamment le logement social, la question de la concentration en fait des organismes de logements sociaux et des organismes de HLM, la question du regroupement des communes, la question du regroupement des services publics, tout cela finalement a éloigné l'habitant et l'habitante d'outils démocratiques importants que sont à la fois les communes, que sont les services publics ou que sont les organismes de logements sociaux, dans la mesure où tous ces choix sont imposés verticalement et autoritairement. On va essayer de réfléchir dans cette soirée à quels sont les points d'appui que l'on peut trouver pour essayer de lutter contre ce mouvement néolibéral. C'est quoi les propositions et les solutions pour recréer du commun, du lien et de la citoyenneté au niveau du territoire, mais aussi au niveau du logement. Quelles sont les expériences qui marchent, celles qui marchent un peu moins bien. Deux tables rondes jalonneront cette soirée. La première sera centrée sur les droits à conquérir dans la cité, que ce soit à la fois au niveau des logements, mais aussi dans les territoires ou dans les entreprises. Et la seconde table ronde sera centrée sur les jeunes et les nouvelles formes de mobilisation qui font jour. Pour commencer immédiatement cette première table ronde, j'ai le plaisir de recevoir trois invités. D'abord, Patrice Leclerc. Patrice, tu es maire communiste de Gennevilliers. Tu viens de publier, tu as publié il y a une petite année un ouvrage aux éditions Arcane 17 qui s'appelle « Inventons un nouvel art de vivre populaire ». Tu nous en parleras tout à l'heure. Il y a aussi à tes côtés Michel Lanné. Toi, tu es de la CGT de la Poste. Et Eddy Jacquemart, président de la CNL. Alors justement, on va commencer par ça. La CNL a pour slogan faire entendre la voix des habitants. Dans les faits, c'est vrai que ça semble un peu difficile de faire entendre cette voix si on en juge la faiblesse de la participation des habitants et des habitantes des quartiers populaires, à la fois aux élections politiques, aux élections syndicales, mais aussi, en ce qui te concerne directement, aux élections des locataires. Comment est-ce que tu analyses cette situation ? C'est quoi le constat, en fait, que tu tires de la faiblesse de la participation à ces élections ? Et du coup, c'est quoi les solutions que tu pourrais avancer pour essayer de déjouer ce problème ? Alors, tout d'abord, il faut dire que dans certains quartiers, dans certaines cités, les habitants ont le sentiment d'être abandonnés, en fait. Abandonnés au niveau des territoires, au niveau des accès à tous les services publics, à plein de choses, mais aussi abandonnés parce qu'en fait, ils se rendent compte que on ne les écoute pas, que les choix politiques qui sont faits vont complètement à l'envers de ce qu'il faudrait faire. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour eux. Il y a ce sentiment d'abandon, il y a le sentiment aussi quelquefois de peur, puisqu'on est quand même dans une situation où les gens qui ont un logement ont quelquefois peur, je le rencontre quand je fais du porte-à-porte, quelquefois ils ont peur de signer même une pétition, tellement ils se disent mais peut-être que mon propriétaire, mon bailleur va le savoir et qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va m'expulser parce que j'ai signé une pétition. Donc on a un contexte qui est quand même assez compliqué avec ces deux éléments-là, alors qu'il existe des outils. Il existe des outils notamment qui ont été mis en place par la loi SRU, donc c'est la fameuse loi que
que tout le monde connaît, la loi de 2000, hein, SRU, Solidarité Renouvellement Urbain, qui a été particulièrement connue pour l'obligation de quota de HLM dans les villes. Mais il y a un autre aspect de cette loi, c'est l'obligation de concertation. Concertation donc avec les bailleurs sociaux. Et il y a peut-être des choses à faire là-dessus où ces conseils de concertation ne sont pas forcément toujours bien connus du grand public ou des locataires eux-mêmes et qui pourraient être une source de véritable implication démocratique dans le secteur social notamment. Il y a d'autres outils aussi qui existent, hein, qui sont par exemple les accords collectifs. Les accords collectifs, donc il y a une possibilité de signer des accords avec des associations représentatives comme la CNL. Donc il y a des outils qui sont mal connus. Donc je pense que si on veut avancer sur le chemin de faire entendre la voix des habitants, alors pour être un peu rassurant quand même, on arrive à se faire entendre, notamment quand on est organisé, hein, par le biais d'associations comme la CNL. On peut se faire entendre, on peut imposer des choses aux bailleurs. On a des administrateurs qui sont élus dans les conseils d'administration, qui sont eux aussi donc des porte-voix du quotidien des habitants. Et on a les amicales locales, hein, qui exigent des choses, qui négocient et qui portent les revendications auprès des bailleurs sociaux et des bailleurs, même des bailleurs privés, hein, puisqu'on a aussi quelques amicales dans le privé. Donc je pense qu'il y a des choses qui existent. Il y a un sentiment compliqué justement de se mobiliser parce que il y a tout ce contexte de peur, d'abandon, un peu de découragement quelquefois. On le voit bien, hein, c'est pas toujours évident de mobiliser. Mais quand même, quand on fait des contrôles de charge, on se rend compte que là, on arrive aussi à intégrer donc la mobilisation des locataires, parce que là, on parle directement de leur quotidien et on leur fait gagner de l'argent concrètement en contrôlant les charges que les bailleurs sociaux ou privés facturent indûment aux locataires. Voilà. Donc je pense qu'il y a des choses à faire. Michel, maintenant je vais m'adresser à toi. Si je reprends les mots qui viennent d'être utilisés par ce dédit, il a parlé d'abandon, il a dit que les habitants et les habitantes avaient l'impression qu'on ne les écoutait pas, et il a parlé aussi de peur. Est-ce que ces trois notions, par exemple, toi qui là intervient au nom d'un syndicat au sein d'une entreprise qui est La Poste, est-ce que ces trois choses, c'est-à-dire l'abandon, ne pas être écouté et la peur, c'est aussi trois choses qui, parfois, inhibent aussi les travailleurs et les travailleuses de La Poste pour aller s'engager dans on va dire, une gestion démocratique de ce qu'est leur entreprise, c'est-à-dire La Poste, et rentrer dans les syndicats. Alors, si on parle spécifiquement de La Poste, on a un avantage quand même, c'est qu'on a une organisation syndicale qui est bien implantée quand même dans les services. Ça permet de passer outre, sauf que ça revient un peu... Il y a toujours cette peur quand même de s'engager, parce que là quand même, c'est pas vraiment un lieu démocratique, l'entreprise, c'est un lieu d'exploitation d'abord. Donc c'est d'en prendre conscience et de s'organiser. Et en face, il y a un employeur, un patron, qui peut agir aussi pour interdire ou veiller à ce qu'il n'y ait pas de velléité trop importante de la part des salariés. Mais en même temps, comme c'est un lieu d'exploitation, c'est là où on peut prendre conscience de ce que l'on vit et comme c'est un lieu aussi collectif, d'échanger aussi pour peut-être changer la donne. Donc, ayant une présence syndicale, ça change déjà un peu la donnée. Donc on peut rassurer déjà pour éviter le risque de sanctions. On peut éveiller les consciences en distribuant des tracts d'informations, en réunissant le personnel, ce qui n'est pas encore le cas dans toutes les entreprises. Alors c'est marrant, juste, tu as commencé en me disant le lieu du travail n'est pas par essence un lieu démocratique. Ça, c'est quelque chose que tu constates un peu tristement, parce que tu préférais que ça soit un lieu démocratique, ou au contraire, tu trouves ça tout à fait normal que le travail, ça ne soit pas un lieu démocratique? Il y a à conquérir une certaine liberté d'organisation, hein. Mais la première des choses, c'est qu'on a un lien de subordination avec l'employeur. Donc, lorsqu'il nous demande une tâche,
on est bien obligé de faire le travail qui nous est demandé pour percevoir en contrepartie le salaire. Après, c'est la question de l'enjeu. Après, c'est le travail que l'on fournit, on crée de la richesse. C'est comment on va permettre qu'une part importante nous revienne en échange de notre travail. Donc voilà, c'est ça que je veux vous dire. Après, il y a, on l'a vu nous, au travers des évolutions, hein. On est parti bien après la création de la CGT en 1995, sa structuration à la fois des champs professionnels et d'un territoire. On est parti à la conquête de droits qui, à l'époque, les fonctionnaires n'avaient pas le droit de s'organiser, n'avaient pas le droit de faire grève. Il était interdit. Donc il y a eu des conquêtes qui se sont faites à partir des années 1910, 1920, ça s'est accru. Donc c'est des batailles de longue haleine quand on regarde sur une vie, enfin sur le temps. On a fait pas mal d'avancées, mais en même temps, rien n'est jamais acquis, puisqu'il y a toujours des remises en cause sur les droits d'intervention. On passe, nous, au niveau de la Poste, d'un statut de fonctionnaire de la fonction publique, avec des droits inhérents, à de plus en plus vers une entreprise de droit privé, avec bientôt des CSE qui vont se mettre en place. Mais ça, vous avez des espaces pour lutter contre ça, justement? Enfin, t'as l'impression d'être toi, particulièrement à la CGT, mais t'as l'impression de pouvoir t'y opposer efficacement à cette dérive que tu constates? Ou c'est un peu pieux et genre tu regardes ça, tu regardes le train passer en disant bah voilà, on essaye de faire ce qu'on peut, on essaye de résister, mais on n'y arrive pas? Alors il y a un besoin d'explication parce que pour certains thèmes, entre autres la structuration des CSE, c'est très compliqué à l'aborder, à le présenter auprès du personnel. Sauf que derrière, ça enchaîne beaucoup de conséquences, ne serait-ce que sur la restauration. Lorsqu'on travaille, il y a besoin de manger le midi. Donc après, c'est de trouver les arguments pour amener les salariés à prendre conscience de ce qui est en train de se mettre en place et de veiller à se mobiliser. On a aussi quand même, je disais, donc possibilité de communiquer assez rapidement avec le personnel. On a le droit de réunir le personnel pendant 1 heure sur le temps de travail. Donc c'est des choses qu'on n'utilise pas encore assez, mais sur lesquelles on a quand même un pouvoir. On a un rapport de force, et puis le moyen pour se faire entendre, c'est quand même la grève, qui quand même fait reculer souvent la direction, quoi. Donc, mais des questions peuvent se rassembler aussi sur des thèmes beaucoup plus généraux, sur la question des salaires ou d'autres thèmes. C'est plus facile, entre guillemets, c'est plus facile sur certains thèmes que des... On parlera tout à l'heure de la question des mobilisations. Patrice, toi, t'es maire. Là, on a parlé des habitants, des habitantes, on a parlé des travailleurs et des travailleuses. Toi, tu as un peu à gérer toutes ces identités politiques, enfin toutes ces identités, on va dire, croisées. Et est-ce que tu constates une dépolitisation, en fait, un recul en fait de la question démocratique chez par exemple, les gens qui habitent ta commune, ou au contraire, est-ce que tu te dis, là, particulièrement en ce moment, notamment via les réseaux sociaux, via différents types de mobilisation, est-ce que tu constates un regain en fait de cette question démocratique? Bon, la situation est plus contradictoire que de se dire c'est tout rose ou tout blanc. Il y a à la fois une montée de l'abstention qui existe aussi dans ma ville, même si l'abstention est moins forte dans ma ville que dans d'autres villes, à sociologie égale. Je parle pas... l'abstention est plus forte à Gennevilliers qu'à Neuilly, mais à sociologie égale, on est 3,5 points au-dessus en participation, qui marque donc qu'il y a des événements locaux qui permettent de mieux faire participer les catégories populaires, puisque nous sommes une ville populaire. On constate des mobilisations en politique ou sur des tas de sujets. Dans la jeunesse, il n'y a jamais eu une aussi forte prise de conscience géopolitique que celle qu'on connaît aujourd'hui. Il y a des fortes aspirations à l'égalité, à l'équité. Il y a des mobilisations qui se font. Il y a une perte, par contre, de gens qui organisent. Et c'est ça qui nous fait de la perte en ligne. Et tu disais, il faut que ce soit bien organisé pour que ça marche. Alors, il y a un de ces aspects-là, c'est-à-dire que y compris des fois ça pose la question pour notre ville d'organiser des choses pour avancer. Or c'est important sur la démocratie aussi de ne pas lâcher la question du pouvoir. Enfin, pour moi la démocratie est anticapitaliste. C'est pour ça qu'y compris à l'entreprise, la question n'est pas seulement la répartition des richesses créées dans le cadre capitaliste,
c'est de contester le capitalisme, c'est donc s'attaquer à la domination dans le travail, dans les rapports de travail, dans les modes de production. Et c'est vrai dans les villes. C'est-à-dire qu'il y a une démocratie formelle minimum qui définit notre état de droit. C'est-à-dire qu'on a le droit de voter, on l'utilise ou on ne l'utilise pas. Mais pour moi, la démocratie est un combat permanent où le citoyen fait prévaloir son pouvoir d'agir et son pouvoir de décider. Et donc, il n'y a pas de forme, à mon avis, autre que celle de les aider à s'organiser et s'auto-organiser. C'est un enjeu extrêmement important dans une ville populaire pour travailler une politisation la plus forte et éviter peut-être qu'il y ait simplement de la dénonciation sans lendemain. C'est-à-dire, c'est un peu le danger des réseaux sociaux. Là, je renvoie à la lecture d'Éric Sadin dans L'individu tyran, où ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, on peut être dans une période où tout le monde dénonce sur Internet des choses, mais personne n'agit vraiment pour changer les choses et s'attaquer à la racine. Et donc, la question de l'action collective pour changer la réalité est un enjeu. Le réseau social peut servir pour organiser, mais ça ne peut pas être qu'un simple lieu de dénonciation. Il faut agir ensemble. Mais toi, il y a une particularité quand même, c'est que c'est toi le pouvoir. C'est-à-dire que dans ta ville, c'est toi qui représente le pouvoir, puisque tu es maire, tu as une majorité. Donc comment est-ce que tu joues avec, enfin tu joues entre guillemets, oui. avec ça? Est-ce que du coup tu attends en fait de tes citoyens, des citoyens qui sont sur ton territoire, tu attends qu'ils viennent te déborder en tant que maire, ou est-ce que tu leur dis quoi faire? Enfin, c'est quoi ton rapport en fait avec tes citoyens? Un peu tout, parce que d'abord je suis pas parfait, donc la question de la démocratie nécessiterait une perfection telle qu'elle n'est pas humaine. D'où on en renvoie à la responsabilisation aussi des citoyens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la démocratie, ça s'octroie pas, ça se gagne, ça se conquiert, ça s'obtient, y compris par rapport à un maire, même moi. Et donc, c'est pour ça que moi, je souhaite qu'il y ait des créations d'amicales de locataires, du maximum de syndicats dans les entreprises, de comités d'habitants dans les quartiers. Et pour reprendre tu parlais de jeu, moi je parle de mise en scène du conflit. C'est-à-dire que dans une ville, mais partout ailleurs d'ailleurs, c'est pas la somme des intérêts individuels qui fait une bonne politique d'intérêt général. C'est le conflit entre les habitants, leurs pensées, leurs intérêts, et le fait qu'ensemble, on arrive à résoudre par la dispute. Et donc moi, ce que je souhaite, c'est entretenir la dispute dans la ville pour construire ensemble. C'est pas vrai, ça peut pas être du consensus. Par exemple, la démocratie participative, ça tue la démocratie, puisqu'on recherche toujours le consensus. Et c'est toujours les mêmes couches sociales qui, en fait, participent à ce genre d'exercice. Par contre, avoir le conflit, poser clairement quels sont les enjeux, quelles sont les difficultés, quels sont, par exemple, en ce moment, moi j'ai un débat sur Green Dock, un des plus grands entrepôts d'Europe qui doit s'installer dans le port de Geneviève. On a mis sur Internet à leur demande l'opinion de l'entreprise et l'opinion des associations de défense de l'environnement. On a une réunion publique prochainement, on va donner la parole aux deux. On organise ce conflit pour que chacun puisse se faire une opinion et décider en connaissance de cause. Alors, justement, là, tout ce que vous avez dit tous les trois, c'est qu'il faut mobiliser, il faut de l'action collective. La démocratie, comme vient de le dire Patrice, ça se gagne, ça se conquiert. Enfin, c'est quelque chose de dynamique. On est tous d'accord là-dessus. Mais concrètement, en fait, ça passe par quoi? Parce que là, je suis désolé, mais je vais repartir du constat initial, qui est un recul, notamment dans les élections de locataires, les élections syndicales et les élections politiques. On a une augmentation de l'abstention dans ces trois secteurs. Qu'est-ce qu'on fait en fait pour contrebalancer, pour changer le braquet d'épaule? Qu'est-ce qui en fait pourrait susciter une nouvelle mobilisation sur tous les sujets dont on a parlé depuis tout à l'heure? Je dirais là aujourd'hui, on a un sujet important, concret, c'est le pouvoir d'achat. On pourrait mobiliser les locataires, les habitants sur des problématiques du pouvoir d'achat. Et moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Patrice sur la mobilisation des habitants. En fait, il ne faut pas qu'une fois qu'on a élu des élus, qu'on leur laisse faire ce qu'ils veulent. Il faut que, en effet, la délégation de pouvoir, elle est pas synonyme de démocratie. En fait, la démocratie se vit au quotidien. Il faut que les habitants ils se rendent compte que s'ils ne se mobilisent pas, ils ne vont pas obtenir les choses qu'ils veulent. Mais ça veut dire quoi, se mobiliser? Par exemple, dans le cadre des habitants et des habitantes,
Ça veut dire quoi exactement se mobiliser? Ça veut dire créer des amicales locales de locataires? Créer des amicales locales de locataires, signer des pétitions, aller au conseil d'administration. Le jour où il y a les conseils d'administration, on va voter les augmentations de loyer, concrètement, j'avoue, concrètement. Le jour où il y a des augmentations, il y a le conseil d'administration qui va voter l'augmentation de loyer, il ne faut pas que l'administrateur il se retrouve tout seul dans le conseil d'administration. Il faut qu'il y ait des gens derrière. Il faut que les locataires y viennent avec des pancartes et qu'ils exigent à être reçus par le président de l'organisme ou le directeur général, de façon à ce qu'ils comprennent que en fait, l'administrateur, il n'est pas tout seul. C'est ça la mobilisation. C'est quand on fait des contrôles de charges et qu'on n'obtient pas ce qu'on veut, c'est oui, il faut aller se mobiliser, aller envahir l'agence en disant bah écoutez, nous on veut maintenant être remboursés, etc. Donc je pense que la mobilisation, c'est aussi se servir des droits qu'on a, c'est-à-dire les faire vivre. On a le droit de vote des locataires. C'est une bataille qu'a obtenue, je le rappelle aussi, on ne l'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi la CNL qui a été précurseur en la matière, qui a obtenu donc cette possibilité d'avoir des représentants de locataires dans les conseils d'administration. C'est une bataille qu'a gagnée la CNL, qui avait été retirée à un moment donné dans l'échelle du temps et qui est revenue parce qu'on s'est mobilisé pour que ça revienne. Donc ça veut dire que, et je suis d'accord quand on dit que la démocratie, il n'y a rien acquis en fait. Elle n'est jamais acquise. Il faut la faire vivre et il faut continuer la mobilisation, la pression, les exigences, la concertation, les propositions. C'est ça aussi qu'il faut faire, c'est faire des propositions et il faut se battre pour les obtenir. Michel, tout à l'heure, j'entends ce que tu dis, Eddy, mais là tu me dis que, en fait, tu me dis il faut que les gens se mobilisent devant leurs bailleurs sociaux, etc. Mais ça, c'est une fois qu'ils ont pris conscience, en fait, qu'ils devaient se mobiliser. Le seul problème, c'est que là, j'ai l'impression qu'on est un peu en amont. C'est-à-dire que cette conscience-là, déjà, à la base, n'existe pas. Je ne sais pas s'ils ne savent pas que la possibilité de se mobiliser existe, ou si ils savent que la possibilité existe, mais qu'ils en ont absolument rien à carrer, qu'ils considèrent que c'est pas leur sujet, et que bah tant pis s'ils ont l'augmentation de charges, l'augmentation de loyer, ou que sais-je. Mais comment est-ce que, en amont de ça, comment est-ce qu'on recrée, en gros, une conscience d'habitants, une conscience de travailleurs, ou une conscience politique, en fait, commune? Comment est-ce qu'on unifie, finalement, tout ce peuple alors, tu as parlé de la question du pouvoir d'achat. J'imagine que la question du pouvoir d'achat, c'est aussi une question qui est importante à la CGT. Est-ce que vous l'utilisez aussi comme un levier pour mobiliser les gens en ce moment? C'est le premier des enjeux. Donc, la question de la feuille de paye, c'est ce qui nous mobilise principalement. Et surtout à l'époque actuelle, quand tout augmente sauf nos salaires, obligatoirement, ça crée de la misère derrière. Donc, il faut... Mais là, tu vois des gens, par exemple, à la Poste, tu vois des gens arriver par dizaines et prendre leur carte syndicale à la CGT parce que, précisément, ils veulent se mobiliser sur la question du pouvoir d'achat et avoir plus d'argent sur leur fiche de paye à la fin du mois. Alors, ça se concrétise pas forcément en termes d'adhésion, mais déjà, on fait circuler des pétitions et on voit que ça recueille déjà un support... sur ce support, ça recueille pas mal de signatures, donc ça veut dire déjà quelque chose. Donc, on a aussi un facteur, quand il débute actuellement, il démarre avec 3 centimes au-dessus du SMIC. Il y a quelques années, c'était 20%. On était à 10-20% au-dessus du minimum. Donc, voilà, donc il y a cette prise en compte qui doit être présentée donc, aux collègues qui arrivent. On a vu ces dernières années quand même un salariat qui a évolué, qui souvent a été éduqué aussi dans l'individualisme, donc il y a à combattre ces idées reçues. Il y a beaucoup d'informations qu'ils pensent posséder, sauf que on a encore d'autres richesses à apporter au travers de formations. On le voit dans la formation syndicale. Il y a des réflexes ou des connaissances qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, on a besoin de leur porter à leur connaissance. Et dès lors qu'ils en prennent conscience, ça change la donne dans la mobilisation. Mais l'avantage que l'on a, c'est qu'on a un transfert de connaissances qui se fait de génération en génération. Souvent, maintenant, le lieu du travail a évolué,
fortement. Il y a besoin de construire une organisation syndicale, et là, c'est pas simple, quoi. C'est comme dans un logement, s'il n'y a pas quelqu'un qui va créer le dynamisme, ça va être très, très compliqué. Il faut qu'il sache après où s'adresser, et je pense que la CNL forme aussi ses militants, donc il y a besoin d'apporter des connaissances et des aides, et de ce collectif, ça peut changer la donne sur la mobilisation. Patrice, tout à l'heure, tu as dit, oui, là, sur le projet d'entrepôt sur le port de Gennevilliers, on a mis en ligne sur le site internet de la mairie le point de vue de l'entreprise qui met l'entrepôt et puis le point de vue des assos environnementales et écolos. Ça, c'est un exemple concret de ce que tu fais pour essayer de remobiliser les gens sur des questions éminemment politiques. Qu'est-ce que tu fais d'autre ? Oui, alors ta question est particulièrement perverse parce que si on avait la solution sur comment mobiliser les gens, on serait bête de ne pas l'avoir fait l'un ou l'autre, voire vendu et breveté. C'est vrai que c'est Donc c'est plus compliqué que ce que l'on souhaite parce qu'on vit dans une société où la pédagogie du renoncement a quand même marqué des points. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que la société française n'a pas gagné quelque chose d'important, qui redonne courage, force et intérêt à la mobilisation. Il y a ce que tu parlais sur l'individualisme qui se développe. Et puis par ailleurs, ce qui est plus fondamental encore que ça, d'expliquer pourquoi on n'y arrive pas, je ne crois pas qu'on puisse à l'avance déterminer un mouvement social. Un mouvement social nous surprend toujours et souvent. Qui croyait ou pensait pouvoir voir le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, qui a aussi abouti sur des revendications de démocratie, puisqu'à la fin, il aboutit sur cette revendication de RIC, qui est que sur la démocratie, d'ailleurs presque plus que sur la question du pouvoir d'achat qu'il le posait au début en tant que tel. Donc, le mouvement social, notre question qui nous est posée, c'est comment on aide quand il y a un mouvement social, qu'on se met dedans, qu'on se met à sa disposition pour le développer. Et comment, avant ou après, on donne des éléments aussi d'explication, de compréhension, de possibilité de faire autrement. Après, il y a plein d'éléments, c'est de faire des expériences, aussi d'apprendre de ses échecs. C'est-à-dire qu'à l'échelle locale, je prendrai un autre exemple. Moi, je suis élu depuis longtemps, donc des jeunes qui me demandent un local ou différentes choses, j'en connais plein, et je sais qu'à chaque fois, ça finit en échec. Parce que c'est difficile pour des jeunes de tenir un local sans que ça se dévie, que ça soit problématique. Il y en a qui réussissent, mais en majorité, on est en difficulté. Mais si je leur dis, moi, ça fait 20 ans que je suis élu, j'en ai vu d'autres que vous qui m'ont demandé ça, on n'a jamais réussi, et que je les renvoie chez eux, il n'y a pas le début de construction de la moindre confiance, expérience. Par contre, si je dis, Banco, on y va, on essaye, même si je sais qu'à la limite, à la fin, on risque, il y a le plus fort risque d'échouer, mais qu'avec eux, on fait tout pour essayer de réussir, et qu'on fait tout aussi pour expliquer ce qui se passe, et qu'on continue de construire un lien ensemble, non pas pour leur dire, vous voyez, j'avais raison, mais pour leur dire, voilà comment on fait autrement pour faire ce que vous avez envie de faire. Je pense que là aussi, c'est une pédagogie de la construction d'une autonomie et d'une capacité à se prendre en main. Donc ça, c'est des expériences via le service jeunesse que l'on peut faire. Et puis, il y a aussi, quand on organise des réunions, par exemple, on a fait sur l'ANRU souhaitait qu'on détruise toutes les tours autour de la gare du Grand Paris parce que ça aurait été plus profitable de construire de l'accession à la propriété et de diminuer le nombre de logements sociaux. Eh ben nous n'avons pas simplement dit non, nous, mairie, on a d'abord demandé l'avis aux gens, et ensuite, avec les gens, on a été manifesté devant l'ANRU et on a obtenu la non-destruction de ces tours. On peut prendre appui, il faut le rappeler parce que la mémoire sociale s'efface aussi, elle existe, mais elle peut s'effacer. Et donc ça s'est passé il y a 4 ans. J'ai refait une réunion dans le quartier pour expliquer aux gens, refaire un point avec eux sur ce qu'on avait décidé ensemble sur la réorganisation de ce quartier, ce que certains avaient oublié. 2, de montrer qu'ils avaient gagné des choses. Tout ça m'amène à dire qu'il faut travailler sur la dignité des personnes, sur la fierté de ce qu'ils sont et sur leur légitimité à agir dans l'espace public, à contester et à construire. La question de la dignité des personnes est importante. C'est pas pour rien que le pouvoir d'État, que le pouvoir d'entreprise casse la dignité des gens, cherche à casser la dignité des gens, parce que ça fait courber la tête. Et nous, on doit travailler sur la dignité des personnes et de montrer aussi qu'il faut résister à la division qu'on cherche à nous imposer dans la société, dans ce système de concurrence entre les individus. Il faut montrer que celles et ceux, ça n'a aucune valeur sociologique, mais c'est une valeur symbolique dans la tête des gens, celles et ceux qui se
pensent comme étant des catégories populaires, comme celles et ceux qui se croient de couche moyenne, il faut leur montrer qu'ils ont les mêmes intérêts, des intérêts communs, et donc c'est ensemble qu'ils doivent agir pour construire, par exemple, une ville en commun. Alors, justement, il y a une autre question. Tout à l'heure, Edith a parlé de la question du pouvoir d'achat qui était susceptible de faire levier pour remobiliser les gens et redémocratiser, en gros, énormément d'endroits de la société. Il y a une autre question, en fait, qui paraît particulièrement impérieuse aujourd'hui. C'est la question écologique, écologiste même presque. Comment est-ce que, en tant que CNL, comment est-ce que vous pourriez utiliser cette question qui semble particulièrement importante dans la jeunesse pour remobiliser les gens et sur vos questions, les questions de logement? Oui, alors sur les questions de logement, en fait, les passoires thermiques, hein, pour le dire comme ça, c'est un vrai problème du quotidien, puisqu'en fait, pour l'instant, en fait, les passoires thermiques sont toujours louables. Là, il y a eu une disposition qui a été prise pour ne pas augmenter les loyers de ce qu'on appelle les FG, hein, puisque c'est un classement du DPE, hein, diagnostic énergétique. Mais nous, on a des propositions assez radicales et assez innovantes là-dessus. C'est de créer un délit environnemental pour les propriétaires qui ne respectent pas les travaux qu'ils devraient faire dans leurs logements qui sont classés F et G. Et c'est quoi ce délit environnemental? Eh bien, c'est prendre une décision, en fait, de dire, mais écoutez, vous encaissez des loyers, vous ne faites pas les travaux, eh bien, on va confisquer vos loyers, les mettre sur un compte, et avec cet argent, on va faire les travaux à votre place. Et comme ça, le locataire, lui, va bénéficier du logement qui sera plus isolé. Hein. Et évidemment, on ne confisque pas le bien du propriétaire, hein, mais simplement, on l'oblige à faire les travaux parce que finalement, c'est grave, quoi. Je veux dire, c'est à la fois grave pour le pouvoir d'achat des habitants, mais c'est à la fois grave pour la planète parce qu'en fait, on chauffe le périphérique, quoi, en fait, hein, avec des fenêtres qui ne sont pas isolées, etc. Donc ça, c'est des choses... Il n'y a pas un risque à ce que le propriétaire dise « Ok, je fais des travaux, j'isole mon logement, mais je fais reporter en fait, le coût des travaux d'isolation sur le loyer du locataire. » Alors, ce n'est pas un risque, c'est la loi. Ouais. Donc nous, on demande que la loi soit suspendue. D'accord. C'est la fameuse loi Boutin, hein, de 2009 qui prévoit justement que les rénovations thermiques, en fait, il y a une partie qui est payée par le locataire. Je ne connaissais pas cet aspect de la loi Boutin, parce que moi je suis pour la suppression de la loi Boutin qui met des plafonds aussi, et qui organise la paupérisation du logement social. Donc elle est vraiment à supprimer. Cette loi Boutin, elle est vraiment pas Tout bien. ce qui touche Christine Boutin, il faut supprimer de façon. Moi j'en veux pas à la personne spécialement, mais sa loi elle est horrible, parce que c'est elle qui organise la casse du logement social. Qui a commencé. Oui, c'est voilà. Non mais et donc du coup, est-ce que vous arrivez, par exemple sur ces questions écologiques, à mobiliser des gens, ou est-ce que ça intéresse pas trop les gens finalement, que ce soit des passoires thermiques, bon. Mais le problème, c'est que les gens, ils sont aussi, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ils sont aussi dans l'abandon, dans la peur, mais aussi dans des situations quelquefois économiques compliquées, et ils réfléchissent d'abord à la fin du mois. Avant la fin du monde et avant la fin de se mobiliser, parce que le problème c'est qu'on ne peut pas forcément se mobiliser quand on galère pour finir le mois et qu'on ne sait pas comment on fera pour payer le loyer ou pour donner à manger aux enfants. Donc c'est vrai que ça c'est quand même des freins qu'on a aussi à la mobilisation des habitants, c'est clair. Alors fin du mois avant de penser la fin du monde, t'es d'accord avec ça, Michel? Bien sûr, oui, ça commence déjà par ça. Mais... Tout le monde n'est pas d'accord, hein. Enfin, je veux dire, dans le champ politique et médiatique, ils te disent fin du monde, fin du mois, même combat. Non, mais ils ont toujours l'art aussi de noyer le poisson dans d'autres objectifs. Mais là, on parlait de questions qui sont importantes, par exemple de l'ANRU ou de la question des loyers. Une part du financement est issue de la masse salariale au travers de ce qu'était le 1%, qui est maintenant à 0,45%, qui est versé donc qui a appelé pompeusement participation des employeurs à l'effort de construction. Sauf que de plus en plus, on utilise cet argent-là à d'autres fins, dans d'autres organismes sur lesquels
les organisations, entre autres syndicales, n'ont plus leur mot à dire, alors que c'est une part de la richesse que créent les salariés dans les entreprises. Il y a eu les conséquences avec la mise en place de l'ANRU. Une part de son financement est issue d'Action Logement. Donc, pour autant, on n'a pas de restitution sur la finalité de l'utilisation. Et il n'y a que les maires qui peuvent agir pour contrecarrer certaines orientations ou dire leur mot sur leur aspect de la construction de la ville tel qu'ils le souhaitent. On parlait sur la question des salaires aussi. Les salaires globalement ont augmenté. Sauf que dans le même temps, les seuils pour accéder à un logement social, depuis la loi Boutin, n'a pas été revalorisé en conséquence. Donc du coup, ça crée... parce que certains ont une logique de dire le logement social, ça doit être que pour les pauvres. Alors, hélas, il y a trop de salariés pauvres. Mais en même temps, si on veut de la mixité, il faut revoir les modalités d'accès dans les logements, quoi. Donc, après, c'est par rapport aux revenus aussi. Donc, tout est calculé, les droits par rapport à ces revenus et par rapport au loyer. Sauf que la partie charge sort de ce calcul et des fois, les charges sont très importantes pour certains loyers. Donc, il y a des choses à revoir dans son entièreté, donc de son financement. Et ça repart du principe qu'il faut valoriser quand même les salaires. Et quand on voit la richesse qui est créée dans ce pays, il y a de quoi augmenter largement les salariés. Mais juste, Michel, sur la question écolo, est-ce que c'est un levier pour les travailleurs et les travailleuses de mobilisation au sein de l'entreprise ou pas du tout? Bien sûr, déjà ceux qui vivent en précarité énergétique, qui eux, ça fait longtemps qu'ils vivent avec un col roulé pour pouvoir vivre dans leur logement, qui font des économies. Parce que la première de leur volonté, c'est de payer leur loyer. Moi, je te parle même en tant qu'entreprise. C'est-à-dire que, est-ce qu'au bout d'un moment, se pose la question, par exemple à la Poste, de savoir c'est quoi le coût carbone de tout ce que fait la Poste? Est-ce que ça, par exemple, la réduction de cet impact carbone de l'entreprise La Poste, ça peut être un outil de mobilisation des travailleurs et des travailleuses contre sa direction, par exemple, qui prendrait d'autres orientations? Déjà, il faut combattre l'idéologie telle qu'elle le mène, parce que là, elle est en train de développer une nouvelle organisation du courrier sous le prétexte du verdissement. Même ça avait commencé déjà avec le timbre vert, en disant que c'était écologique. Sauf qu'on a constaté, nous, ces dernières années, c'est qu'on a quitté le réseau ferroviaire pour acheminer le courrier, et tout a été transféré sur des camions. Et cette logique-là, elle est toujours mise en œuvre, quoi. Donc, et demain, elle veut... puisqu'il y avait quand même des limitations de vitesse pour les camions qui leur étaient imposées. Donc elle s'est questionner sur l'acheminement du courrier et elle se dit que maintenant c'est plus possible de l'acheminer en 24 heures, sur une journée. Donc il faut revoir et donc dégrader. Mais derrière cette dégradation et ce verdissement, c'est surtout l'aggravation des conditions de travail des postiers qui se mettent en œuvre et c'est les suppressions d'emplois massives qui se font. Donc à la fois, il y a notre volonté de dire oui, il faut aller vers de l'écologie, sauf que la manière dont c'est restitué par l'employeur, les gens voient cet aspect écologique comme une coquille, je ne sais pas quel mot utiliser, mais ils vont se mobiliser contre cette logique-là. Donc, c'est... Patrice, là, on voit dans ce qu'ont dit Eddy et Michel que parfois il peut y avoir des contradictions en fait entre la question écolo et d'une part et d'autre part la question de la mobilisation, même si c'est pas tout le temps le cas. Par exemple, sur la question des passoires, la mobilisation contre les passoires thermiques. Est-ce que toi, c'est quelque chose un constat que tu partages aussi? Je ne le traiterai pas comme ça, parce que... Toujours très binaire. Non, parce que en fait, l'enjeu écologique n'est pas un truc pour remobiliser des gens. Moi, je n'oppose pas, et je pense que vont ensemble la lutte pour la fin du mois et contre la fin du monde, pour 3 raisons. La première, c'est que je ne crois pas que le rapport du GIEC, ce soit du pipeau. Et donc, si je veux que mes petits-enfants vivent tout simplement, que l'espèce humaine survive, et non pas simplement la planète, mais l'espèce humaine survive, il faut agir maintenant sur ces enjeux écologiques. La deuxième raison, c'est que je pense que travailler l'enjeu écologique, c'est être anticapitaliste. C'est travailler contre le capitalisme tout court et le capitalisme consumérisme en particulier. Ça nécessite de reposer justement des enjeux de pouvoir à l'entreprise, c'est-à-dire de retravailler les rapports de produire moins, pour être économe en ressources,
produire moins mais produire mieux, c'est-à-dire que on déprolétarise le travail, faire en sorte que le travailleur retrouve le sens à son travail et la maîtrise entière de son travail pour produire mieux, et on peut puisqu'on produira moins, et donc il y a besoin de moins produire, et donc mais de produire dans le meilleur sens du terme, et de reprendre le pouvoir sur le patronat dans ce cadre-là. Et le troisième enjeu, c'est que je pense que les couches populaires sont celles et ceux qui sont le mieux à même d'affronter cet enjeu écologique. D'abord parce que c'est eux qui consomment le moins. C'est dans les beaux quartiers de Paris, là où tu habites peut-être, que l'on consomme le plus, Moi, j'habite à Stalingrad, qu'on consomme le plus d'énergie, que l'on, en tout cas même à Stalingrad, ils doivent consommer plus qu'à Gennevilliers. On consomme le plus d'énergie, qu'on est le plus consommateur de ressources naturelles. C'est dans les milieux populaires qu'on a un savoir-faire que l'on peut réutiliser pour réparer, qu'on a un savoir-faire pour plus économiser. C'est dans les milieux populaires qu'on peut le mieux affronter cet enjeu écologique, non pas mais pour travailler à la fois regagner du pouvoir de vivre, mais aussi pour travailler sur une frugalité heureuse, où on est plus dans un rapport, un montage de la société, une création de la ville, pour rechercher le bonheur, plus que de rechercher la consommation à tout va. Et donc là, il y a un vrai enjeu politique qui est pour le politique que je suis dans la construction de la ville, qui est peut-être une opportunité, qui est aussi une bataille politique parce qu'elle va à contresens de celles et ceux qui souhaitent bien sûr avoir le dernier smartphone, avoir la grosse voiture qui permet de se déplacer avec la clim, etc. C'est un enjeu, un autre mode de vie, ce que j'appelle un nouvel art de vivre populaire dans mon essai. Avant de te donner la parole pour la conclusion, Eddy, j'aimerais bien que tous les trois, vous me fassiez très rapidement par rapport à vos années, un petit retour en fait sur expérience de vos années de militantisme et savoir, en gros, chacun à votre endroit particulier, qu'est-ce que vous en retirez de plus positif sur la question de la démocratie et, en gros, quel est les plus gros problèmes en fait auxquels vous avez été confrontés au sein chacun de vos organisations? Moi, je vais prendre un exemple sur la loi Elan. La loi Elan, donc en 2018, est venue continuer le travail qu'avait notamment entrepris Madame Boutin sur la déstabilisation du secteur HLM. Et cette loi Elan, accompagnée d'un dispositif de la loi de finances qui était la RLS, on baisse les loyers, on baisse l'APL, est venu complètement déstabiliser le monde HLM et de façon très brutale, et ce qui a fait réagir. Et je me souviens très bien du congrès HLM de Strasbourg, où on a vraiment eu une collusion d'intérêts avec les bailleurs sociaux de l'époque, notamment les offices publics, où on s'est battu ensemble contre ce projet de loi. Et on a réussi, alors on n'a pas tout gagné, mais on a réussi à assouplir cette loi avec des aspects, notamment on a réussi il y avait un seuil de logement minimal pour la fusion, on parlait de 15 000 logements, sinon on ne pouvait pas rester individuel. Donc on a réussi à baisser à 12 000, et surtout on a mis en place un dispositif qui s'appelle les sociétés anonymes de coordination, qui permet justement aux organismes HLM de rester en tant qu'entité et en adhérant à une espèce de GIE. Et je dis ça, c'est important parce que cette loi Elan, elle est venue réduire considérablement la démocratie dans notre pays par rapport au logement social. Et je dois dire que la CNL particulièrement, elle a perdu entre 2018 et aujourd'hui quasiment 100 élus. Non pas qu'ils soient disparus dans la nature, qu'ils soient sauvés, mais avec le jeu des fusions, ça a diminué le périmètre des organismes sociaux. Et du coup, ce qu'on a gagné là, en fait, ça a permis de sauvegarder quand même une partie des administrateurs, pas pour se faire plaisir, mais parce que les administrateurs élus dans les conseils d'administration, eh bien, ils défendent les locataires. Et donc, c'est la vraie démocratie du quotidien. Donc ça, c'est un exemple, en fait, que j'ai vécu de près et sur lequel on s'est beaucoup mobilisé. Et un autre moment aussi intéressant que j'ai vécu, c'est quand, dans des plénières diverses et variées, notamment encore la semaine dernière,
au congrès HLM de Lyon, où j'ai dit qu'il fallait avoir plus de droits dans les conseils d'administration par rapport justement au fait qu'il y ait moins d'organismes HLM. Et j'ai demandé en fait que les conseils d'administration soient composés d'un tiers de locataires. Parce que les locataires, c'est les experts du quotidien. C'est eux qui connaissent mieux que quiconque ce qui se passe dans les logements sociaux. Et donc je me souviens, je vois encore la tête des responsables bailleurs qui étaient dans la salle. Et là, après, je les ai encore achevés en demandant le droit de veto des locataires. Parce que le problème aussi, c'est que les locataires qui sont dans les conseils d'administration, ils ne sont pas majoritaires. Et que tu parlais tout à l'heure justement des choses qu'on ne gagnait pas. Et à force de ne pas gagner des choses, ça décourage aussi les gens. Et donc, je pense que le droit de veto dans les conseils d'administration des organismes HLM à terme, ça permettra, c'est pas un droit de veto obstructif que je propose, c'est un droit de veto constructif qui oblige à une certaine concertation sur des décisions importantes liées donc à la stratégie de l'organisme, à la vente par exemple de logements sociaux ou à la fusion de son bailleur. Voilà, donc des choses très précises. Donc on l'a construit ça, et voilà, ça c'est des événements, c'est des moments importants que j'ai vécu dans mon militantisme. Michel? Oui, enfin, sur le droit de veto, par exemple, on demande exactement la même chose pour les salariés. On a mis en place de plus en plus des structures, sauf que la seule limite qui est accordée, c'est de donner un avis sur le choix une fois qu'on a donné quelques informations, et des fois il faut se battre déjà pour posséder des informations sur la stratégie ou sur la situation économique de l'entreprise. On l'a vu avec Camaïeu, là, il découvre une situation catastrophique, et le CSE, alors qu'ils avaient alerté plusieurs fois, n'ont pas pu changer le cours des donnes. Donc c'est quels moyens on donne à ces représentants pour qu'ils puissent inverser la tendance. Après, sur les stratégies, sur les évolutions, il y a des choses à gagner. Alors, je ne sais pas s'il faut moins produire, mais ces dernières années, le capital s'est renforcé, la financiarisation, les opérations qui se sont déroulées, ce sont pour regrouper des gros mastodontes et générer encore plus de bénéfices au détriment des salariés, sur la part des revenus. Donc c'est comment reconquérir cette partie-là pour bien l'orienter à la fois sur les retraites, d'abord sur le salaire, sur les retraites, sur la sécurité sociale, tout ce qui crée du commun entre nous. Donc c'est ça dont on a besoin de travailler. Là on parle il y a besoin de créer, de mettre fin à la précarité énergétique, et de rénover énormément de logements. Est-ce que dans la construction, on a les moyens actuellement de faire face à tout cet effort qui est demandé? Est-ce que on sait que c'est une profession, la construction, où les risques de mort sont les plus importantes au travail? Donc comment on améliore les conditions de travail? Comment on fait que le travail qui est le plus pénible, il soit bien rémunéré? Donc tout ça a un coût, et comment on met les moyens pour que ça fasse qu'on mette fin à cette précarité et de rénovation énergétique telle qu'elle est demandée. Là, on parlait aussi de démocratie, mais sur les votes des électeurs, c'est que dans le logement social. Une part importante des concitoyens vivent aussi dans du logement privé sur lesquels ils n'ont pas de représentation, pour lesquels ils sont un peu dans un rapport de force avec leur bailleur, et c'est pas le plus simple des fois. Et individuel. Et individuel, oui. Et puis une autre part aussi, c'est beaucoup sont propriétaires de leur logement, quoi. Comment on les met en situation, pour certains, parce que ça nécessite un investissement, comment on met en face des moyens, et il y a des solutions qui existent, quoi, mais c'est de leur porter à la connaissance et de faire face aussi à la production. Il y a des choses aussi, besoin de réimplanter aussi de l'activité en France sur les chaudières, sur d'autres activités qui peuvent générer de l'emploi aussi. Donc il y a plein d'enjeux qui sont posés et qui, pour l'instant, on ne voit pas un début de réponse. Patrice?
Alors moi, l'élément positif dans ma vie, c'est tout le début de ma vie militante. J'avais 16 ans, j'étais plutôt d'une famille d'origine de droite. J'adhère à la JC et au Parti communiste. Et ce qui m'a subjugué, c'est la confiance d'aînés. Tu parlais de transfert de génération tout à l'heure. À l'Union locale CGT ou la CGT Renault à Rueil et le PC qui m'ont fait confiance immédiatement et donné les moyens de militer avec les lycéens. Je trouve que c'est un acte fort parce que cette confiance dans la jeunesse, c'est aussi ce qui génère ensuite un possible développement d'organisation et de mouvement. Ça, c'est le côté positif de ma vie militante. Le deuxième côté positif, une expérience de lutte, c'était le maire précédent a souhaité reconfigurer une reconfiguration urbaine d'une grande cité, la cité des 3F, près de la station Gabriel-Péry à Gennevilliers. La CNL était en désaccord pour qu'on casse. C'était une belle expression de démocratie et de la part de la CNL et de la part de la ville, puisque en désaccord, on a stimulé à nos deux institutions, si j'ose dire, entre guillemets, un débat public. À la fois, on a sorti un tract de la ville dans lequel il y avait la position de la ville, la position de la CNL, fait une assemblée générale des habitants, il y avait plus de 300 personnes, un débat, un vote, où on a gagné, nous, la ville, de peu. Et le rapport de force institué par la CNL fait que la CNL a obtenu des moyens de relogement et des conditions vraiment très, très optimum à ce moment-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est à peu près content à la fois de cette reconfiguration urbaine et des conditions gagnées par la CNL. C'est-à-dire qu'il y a un combat que même la CNL aurait pu se dire on l'a perdu, en fait ils l'ont gagné, puisqu'ils ont gagné de meilleures conditions d'habitat des habitants, et surtout à ce que l'on fasse très très attention à la façon dont on allait couper le bâtiment pour que les habitants ne soient pas celles et ceux qui subissent le plus de difficultés. Et ça, ce conflit, pour moi, était extrêmement positif, parce que c'est un conflit positif où on a une CNL qui défend mordicus les habitants, nous-mêmes qui essayons de travailler sur un autre enjeu, mais ne voyant pas tous les aspects, la CNL nous a permis de faire avancer les choses. Le mot de la fin est dit. Le mot de la fin, je dirais, il n'y a pas de mot de la fin, puisque je dirais la démocratie, c'est la lutte continuelle. Donc, il faut qu'on la fasse vivre. Moi, j'ai beaucoup aimé donc, dans cette table ronde, notamment le terme entretenir la dispute, que Patrice a avancé. Entretenir la dispute, ça veut dire en effet continuer le débat démocratique tout le temps et de façon continuelle et constructive. J'ai envie de dire que la démocratie, c'est un peu la mobilisation, c'est en fait mutualiser les colères individuelles pour en faire un succès collectif. Je pense que ça c'est important parce qu'on peut être en colère dans son coin, on peut être en colère sur Twitter. On peut être en colère sur des tas d'endroits, et puis ça n'aboutit à rien. Et je pense que si on ne se met pas en commun, on n'arrive pas à obtenir des choses importantes, comme, moi je ne l'ai pas parlé tout à l'heure, mais quelque chose de très important, qu'ont quelquefois qu'ont les syndicalistes, mais qu'ont non pas les élus associatifs, c'est le statut de l'élu social. Et ça, je pense que c'est une vraie revendication. Si on veut véritablement que tous les citoyens puissent s'investir dans la démocratie de la société, il faut qu'on puisse avoir un statut propre avec du temps pour la formation, du temps pour aller aux réunions, du temps pour les gardes d'enfants aussi, parce qu'il y a aussi cette problématique-là. Quelquefois, les parents ne peuvent pas aller aux réunions parce qu'ils ont les enfants à soigner. Et donc, tout ça, si on n'arrive pas à obtenir, et ça c'est aussi un combat important de la CNL, et moi particulièrement le mien aussi, puisque j'ai été confronté à ça quand j'étais président bénévole de la Fédération du Nord, je faisais ça sur mon temps personnel, et c'était pas toujours évident de jongler entre le boulot, les réunions de la CNL, voilà. Et donc je pense que ça c'est un vrai sujet de progrès sociétal pour l'avenir. Alors justement, parlant d'avenir, tu peux peut-être annoncer la table ronde qui va suivre. Eh bien justement, on va voir maintenant comment la démocratie vue par les jeunes, donc dans les luttes sociales et écologiques. Donc c'est la deuxième table ronde que l'on a proposée à la CNL pour cette journée mondiale des habitants. Et il paraît que tu prépares un bouquin. Et il paraît que je prépare un bouquin qui est presque fini, il est presque sous presse, et qui va s'appeler Fils d'HLM. Bravo. Aux éditions Arcane 17. Voilà. Comme toi.
toutes et tous. On se retrouve du coup sur une deuxième table ronde autour de la démocratie de la cité au monde. Donc moi je vais animer cette deuxième table ronde. Je suis Margot Aldebert et je suis chargée de mission logement consommation à la Confédération nationale du logement. Et je suis avec Merlin Gauthier, militant pour le climat, et Alain Gollon, secrétaire confédéral à la CNL, pour une table ronde autour des questions des jeunes dans les mobilisations, et notamment la question du poids de la démocratie des étudiants, des lycéens, de tous les jeunes qui s'engagent dans les mouvements et du poids qu'ils ont autour de la question de la démocratie. Les élus étudiants les étudiants sont aussi élus en fait dans des conseils comme les locataires, et donc il y a une représentation par les pairs et un cadre de démocratie de proximité qui fait face aussi à une baisse de participation malgré le fait que c'est un acquis important autour du mouvement étudiant. On retrouve aussi les jeunes au premier rang des différentes luttes démocratiques actuelles, que ce soit les marches pour les climats, la question des violences policières ou encore toutes les mobilisations autour de la paupérisation, de la précarité. Nous, à la Confédération nationale du logement, on a particulièrement été interpellés lors du premier confinement par des étudiants et par les jeunes de façon plus générale sur les questions de l'accès au logement et du poids du loyer dans le budget d'un étudiant. Et donc l'idée, c'est de pouvoir un peu aborder les enjeux propres aux jeunes, aux étudiants, aux lycéens dans le mouvement social actuellement. Nos deux invités vont prendre la parole autour de 3 grands temps. Et donc pour commencer, le premier, c'est un peu dresser un état des lieux de la jeunesse et de la situation des jeunes à cet automne 2022. Et donc dans un premier temps, je vais laisser Merlin prendre la parole, suivi par Alain. Un état des lieux de la jeunesse maintenant, je pense qu'il faut voir que pour l'instant on est en train doucement de sortir de ce qui a été le plus grand choc de notre génération, à savoir la crise du Covid. La crise du Covid, elle a été un révélateur pour beaucoup des conditions de vie extrêmement difficiles des étudiants et des jeunes travailleurs. Enfin, on se souvient des queues à l'aide alimentaire notamment. Et ça a un petit peu mis en lumière cette notion de génération sacrifiée qui, je pense, caractérise assez bien notre classe d'âge. Pourquoi ? D'abord parce qu'on est l'une des plus précaires en termes de conditions de vie, en termes de revenus, et notamment que ce soit les études ou l'emploi qu'on nous propose, c'est de plus en plus difficile. Donc il y a eu cette crise qui est venue mettre tout ça sous tension, montrer aussi l'isolement de beaucoup de jeunes, et aujourd'hui il y a, à mon avis, même dans les parties les plus politisées de la jeunesse, un peu un moment où on essaie de reprendre son souffle, de reprendre ses esprits après cet immense choc où beaucoup ont été enfermés pendant des mois et des mois dans leur petite chambre d'étudiants, n'ont plus pu avoir de revenus à cause du manque de travail, etc. Donc il y a ce moment-là qui caractérise ce moment. Je pense qu'il y a aussi une forte politisation qui a eu lieu. Parce que face à la crise et à la violence de la situation, beaucoup ont cherché à comprendre pourquoi ça se passait, qui étaient les responsables. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est cet été, le fait que, au lieu d'avoir les débats habituels sur le voile, l'islam qui était imposé par l'extrême droite à l'occasion des sorties de burkini sur les plages, eh bien, on a parlé essentiellement de la question climatique, mais aussi de la question de la pollution des ultra-riches. Les comptes, notamment, qui ont suivi les trajets des jets privés, sont, à mon avis, extrêmement révélateurs du fait que la prise de conscience écologique, qui est inhérente à notre génération, nous sommes nés avec cette idée que l'humanité avait une sorte de date de péremption d'ici 2100 à peu près, donc la fin de notre vie, à cause des agissements des générations passées et des générations présentes en termes d'exploitation des ressources, destruction de la biodiversité, transformation du climat. Et là, on commence à se poser la question du fait qu'il y a une partie de la population qui est beaucoup plus responsable que tout le reste. Et ça, c'est très intéressant et je pense que ça peut nous donner de l'espoir parce que ça veut dire que
on n'est plus simplement face à un état de fait, un sentiment apocalyptique, une éco-anxiété, de se dire bah voilà, on est tous foutus parce que les gaz à effet de serre pourrissent notre environnement, parce que la pollution détruit notre alimentation, etc. Non, il y a bien des gens qui font le plus gros des dégâts. Et ces gens-là, bah, non seulement ils gagnent beaucoup d'argent, non seulement ils polluent énormément, et en plus ils exploitent les gens qui travaillent, ils exploitent les terres partout dans le monde, etc. Donc finalement, je crois qu'on est dans un temps où comme ça, la jeunesse reprend ses esprits et cherche des solutions. Moi, je pense qu'on est dans un temps où elle commence à se remobiliser après un moment très difficile. Elle était déjà assez mobilisée juste avant la crise du Covid, et c'est vrai qu'il y a eu ce grand trou d'air. Donc moi, j'attends avec assez d'impatience les prochaines semaines, les prochains mois, parce que j'ai le sentiment qu'un réveil est en cours. Voilà. Merci Merlin. Voilà, si tu peux réagir. Je vais être en complément, parce que je suis, on ne peut être que d'accord avec le constat qui a été fait par Merlin. Le confinement a été pas un révélateur, il a été simplement, il a simplement mis en exergue une situation qui existait déjà bien auparavant, et la situation de la Covid, de la crise sanitaire, ajoutée à la crise économique que nous vivons actuellement et qui précarise encore plus, a été un grand révélateur. Effectivement, on se rappelle tous de ces longues files d'étudiants qui attendent devant un restaurant ou devant les restos du cœur, notamment pour avoir une alimentation. Mais moi je rappelle que bien avant le confinement, l'année précédente, il y avait eu le drame de l'immolation à Lyon, qui était déjà un indice, en tout cas un révélateur de la situation catastrophique dans laquelle les étudiants, parce qu'on pourrait généraliser à l'ensemble des jeunes, mais là on parle effectivement des étudiants en l'occurrence, qui étaient dans une grande précarisation, et dans cette précarisation de plus en plus accrue, de plus en plus croissante, que les différents gouvernements aiment effectivement à provoquer dans l'indifférence la plus totale. Je dis l'indifférence parce qu'effectivement, il a fallu la Covid et la crise sanitaire pour se rendre compte qu'on avait une jeunesse en France. Et sinon, on ne s'en apercevait pas. Et s'il n'y a pas des gens, et moi je sais qu'étant d'une génération autre, je me rappelle qu'il a fallu un dernier Balavoine pour critiquer devant Mitterrand à une époque, et il a fallu ce souffle-là pour faire entendre la voix des jeunes, et il a fallu la crise de la Covid pour que les jeunes puissent se faire entendre, et encore, se faire entendre ne veut pas dire forcément se faire écouter, et inversement. Alors, de là à parler génération sacrifiée, j'oserais dire que toutes les générations de jeunes sont sacrifiées. Je me rappelle les années 80, dans les années 82-83, quand il y a eu la crise et l'apparition soudaine du sida. Il y a eu toute une génération qui a été mise effectivement au banc d'une société de peur, de peur de cette sexualité nouvelle qui apparaissait et de tout ce qui en découlait. Donc chaque génération est sacrifiée. Celle-là l'est encore plus parce que nous sommes encore dans une précarisation encore plus grande, pardon. Et d'ailleurs, nous l'avons senti, nous, à la CNL, alors, même avant, en 2018-2019, mais surtout en 2020, avec l'interpellation croissante de jeunes, notamment par rapport au logement, puisqu'effectivement, nous sommes sur le logement, mais pas seulement sur la consommation, parce que, effectivement, les jeunes conçoivent la société comme un modèle, enfin, un moyen de consommation tout azimut, et l'interdiction, ou en tout cas l'impossibilité d'accéder à la consommation courante de tout à chacun et auquel on peut prétendre, a fait que la CNL a été fortement interpellée, au point que nous avons, nous, proposé, en tout cas dans nos structures, de créer, ou en tout cas d'initier une CNL jeune, pour donner les moyens aux jeunes, au-delà du monde universitaire, parce que le monde universitaire est déjà structuré en termes d'organisation, mais au-delà de donner la parole aux jeunes d'un point de vue général, les jeunes salariés, les jeunes précaires, les jeunes chômeurs, etc., de pouvoir interpeller, de pouvoir agir et de pouvoir dire ce qu'ils avaient dans les tripes, et à quel point effectivement ils vivaient cette situation-là qui est assez catastrophique et qui va aller encore de manière encore plus croissante dans une situation affreuse. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler effectivement par rapport au gouvernement actuel et de ses propositions et de ses non-solutions par rapport à ce qui se passe actuellement vis-à-vis de cette génération, effectivement plus que sacrifiée, je crois. Merci pour votre état des lieux rapide à tous les deux. Du coup, ce
ce qui ressort et donc ce qui va m'amener à ma deuxième question, c'est un peu cette idée que la crise Covid, elle a mis en exergue une situation en fait de précarité étudiante et de paupérisation de la population étudiante, mais qui existait déjà, mais ça les a mis sur le devant de la scène. Il y a l'idée aussi, dans ce que tu disais Merlin, quand même d'un empowerment nouveau des jeunes. Et d'une réponse politique qui reste en tout cas en deçà. Et donc la question, c'est quel regard politique en direction des jeunes peut être mené, et surtout quelle est leur place, quelle place ils ont, quelle place ils arrivent à se créer ou quelle place ils n'arrivent pas à se créer. Et donc notamment aussi la question de la CNL, de créer des outils pour les jeunes, par les jeunes. Donc, Merlin, si tu veux commencer. Donc la question, c'est comment le monde politique répond, enfin les associations, l'espace syndicats. donné, à la fois quel espace existe-t-il pour les jeunes, Ouais. et comment ils arrivent à s'en saisir, et est-ce que du coup les réponses politiques, ou en tout cas est-ce qu'ils arrivent à se créer l'espace politique pour avoir des réponses politiques à la hauteur. Ouais, bah, je crois qu'il y a un enjeu effectivement de renouvellement de beaucoup de structures. Enfin bon, moi je me rappelle de la grève de 2020 qui avait eu lieu dans ma fac, en tout cas, donc c'était Paris Diderot. On avait été extrêmement démunis parce que, alors qu'il était censé y avoir 2 syndicats, Solidaire et l'UNEF, il n'y avait personne. Il n'y avait vraiment personne pour organiser cette grève, qui était donc à la fois un soutien à la grève contre la réforme des retraites et une mobilisation contre la LPPL, qui était une loi de programmation de la recherche qui touchait assez durement autant les étudiants que les jeunes chercheurs, etc. Et donc du coup, on avait dû s'auto-organiser. Alors Solidaire nous avait prêté un percolateur, mais c'était à peu près tout ce qu'on avait. Et donc c'était un groupe ex nihilo de gens qui avaient animé des tables rondes, tenu un piquet de grève, fait des AG, fait même un blocus de la fac à la fin, etc. Donc il y avait ce besoin d'avoir des nouveaux outils parce que les anciennes structures n'étaient pas là. Alors, je ne veux pas généraliser la situation que j'ai vécue au reste du territoire, mais je crois que malgré tout, il y a un enjeu à ce niveau-là, c'est-à-dire que beaucoup des anciennes structures, qui sont aussi les structures partisanes et associatives, n'arrivent pas spécialement à accueillir une nouvelle génération, peut-être pour des raisons de pratique et de structuration des institutions. Je crois qu'il y a une grande exigence d'horizontalité, de participative, etc., de démocratie participative au sein des organisations, qui n'est pas toujours présente dans des syndicats, des partis, des associations, qui ont souvent une structure plus hiérarchisée, plus classique. Voilà, on est un peu rentré dans l'ère des mouvements, que ce soit... je sais pas, Extinction Rebellion, Youth for Climate, ou du côté de la politique des trucs comme la France Insoumise, qui sont hyper déstructurés, où il y a une petite direction et le reste du mouvement va et vient. Et en fait, ça encourage les gens à venir ponctuellement quand ils ont un peu de temps pour le faire. Donc ça encourage un engagement qui est souvent un petit peu dilettante et qui, mine de rien, répond à une situation. Parce que quand on est dans une situation de très grande précarité, qu'on doit faire ses études, avoir un boulot, etc., se libérer du temps pour de la politique, quelle que soit l'échelle et la nature, c'est difficile. C'est difficile, et d'ailleurs, en réalité, les seuls militants qui en prennent le temps, ce sont soit des gens qui sortent complètement du cadre social, en rentrant dans les squats, dans les ZAD, et qui choisissent une vie engagée, soit ce sont des personnes qui ont une situation familiale, sociale, confortable. On ne va pas leur jeter la pierre, heureusement qu'ils peuvent se mobiliser, mais malgré tout, ça fait que l'écrasante majorité des gens ne peut se mobiliser que très ponctuellement. C'est aussi pour ça que beaucoup de jeunes vont choisir de s'engager aussi par leur pratique de vie. Hein, c'est tout le rapport à l'alimentation, aux déchets, qui est très présent, une exigence qu'il n'y a pas du tout dans les générations précédentes. Donc, comment répondre maintenant ? Moi, je crois qu'il faut aider les jeunes structures qui se sont constituées pour organiser par exemple les marches climat. Il faut les aider à se structurer et à trouver un débouché. Et il faut travailler avec elles. Je pense qu'il y aurait vraiment un immense intérêt, par exemple les grèves pour le climat qu'il y avait avant la crise du Covid, à ce qu'elles soient aujourd'hui organisées en collaboration entre les associations écologistes et les syndicats. Parce que ces structures, elles permettent plus facilement d'accueillir des gens
précaires, mais en même temps, elles sont pas aussi organisées et elles ont eu beaucoup de mal à tenir le choc du confinement. Donc moi, je crois vraiment que c'est là qu'il y a un enjeu. Sur la question peut-être de l'organisation des jeunes, il y a un souci qui est quand même important, c'est que aujourd'hui, la jeunesse est particulièrement mobile. Elle déménage beaucoup, notamment elle change d'université au cours de son cursus, ou elle change de ville pour pouvoir travailler, pour pouvoir trouver un emploi. Et donc du coup, c'est très difficile d'organiser localement des luttes, que ce soit, à mon avis, par exemple dans des logements ou dans des crous, etc. Parce que les gens, ou même dans les facs, je pense qu'il y a une raison aussi pour laquelle les syndicats sont désertés, c'est que les jeunes bougent d'une année sur l'autre. Donc s'engager, ça a beaucoup moins de sens. On ne va pas se faire élire à la fin de l'année, puisque les élections étudiantes sont généralement en fin d'année, alors qu'on va partir l'année suivante. Donc pour moi, il y a un gros souci à cet endroit-là. Il faut trouver des formes d'organisation qui ne nécessitent pas cette implantation comme on a pu connaître historiquement, on va dire, dans la structuration des organisations. Voilà. Oui, il y a deux choses. C'est très intéressant parce qu'il y a deux choses. Alors nous, effectivement, au niveau de la CNL, on a toujours ce rapport par rapport au logement. Et donc nos revendications par rapport au logement, ce qui est tout à fait normal, c'est notre cœur militant. Et donc le rapport des jeunes par rapport au logement. Et ça nous a toujours perturbés parce que, comme tu l'as dit à juste titre, on est sur une population qui est, alors pas volatile, parce que c'est peut-être un peu le pas bon terme, mais effectivement nomade, et en tout cas mobile d'une manière plus grande que les populations classiques sur lesquelles nous vivons. Et de fait, il y a une difficulté supplémentaire à pouvoir les mobiliser de manière pérenne et de manière sur longues années, ce qui était quand même aussi notre manière de militer. Il faut voir que la crise sanitaire a fortement secoué le militantisme tel qu'on le connaissait, et nous a fortement secoué dans nos manières de faire. Nous étions effectivement, mais comme beaucoup de structures, que ce soit les partis politiques ou les syndicats, sur des situations pérennes qui durent sur la longue année. On a nos adhérents sur de longues années, on a nos structures sur de longues années. Le jeune n'est plus du tout dans ce modèle-là, ou ne l'est peut-être plus, ou ne l'a jamais peut-être été. Et moi, il y a toujours une expression que j'utilise à la CNL et qui a fait toujours sourire, mais à laquelle je tiens, et qui n'est pas du tout péjorative, j'appelle ça du nomadisme associatif. C'est-à-dire que le jeune ne va pas par rapport à une structure, il va aller par rapport à une action, par rapport à une idée. Je vais défendre une idée, donc je vais par rapport à l'action qui découle de cette idée-là, et je vais faire en sorte de la réaliser. Et une fois qu'elle est réalisée, je passe à autre chose, quel que soit le type de structure. Et ça rejoint effectivement la difficulté à des structures pérennes. Et tu parlais des syndicats, notamment étudiants, mais ça aussi pour les organisations nationales de logement ou autres, c'est effectivement de pouvoir capter ce type de nouvelles idées, ces nouvelles actions et ces nouveaux modes de faire, et de permettre effectivement de leur donner les moyens d'aller de l'avant, puisque nous, on a quand même la structure qui permet d'avancer dans ce genre d'action. Donc ça nous percute parce qu'on a de nouveaux types, et c'est à nous effectivement de voir comment on peut faire converger ces nouveaux types de façons de faire, ces nouveaux types de façons de réagir ou de penser avec notre structure, notre expérience, notre expertise et nos valeurs, qui restent quand même, parce que les valeurs, elles restent intangibles, tant soit peu, et quand on sait que le gouvernement actuel, par rapport aux jeunes, est quand même un très, je dirais pas rétrograde, mais en tout cas très conservateur. Moi, je prendrais un exemple tout simple, et alors là, c'est pour le coup pour le logement étudiant. Je rappelle qu'on a à peu près 3 millions d'étudiants actuellement. On a 176 000 à tout casser logements crous, logements sociaux publics pour les aux étudiants. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez même pas 10% de la population étudiante qui peut se loger en logement crous. Donc ils sont obligés de soit rester chez leurs parents, soit se loger d'une manière comme ils peuvent dans le parc privé, ce qui veut dire avec tous les abus qui en découlent. Éligibles aussi. Ils sont très peu nombreux à être éligibles sur les critères. Et ils sont très peu nombreux à être éligibles. Et en plus, le gouvernement, il avait promis effectivement 60 000 logements supplémentaires. Je crois qu'il en a construit même pas la moitié pour les étudiants. Et en plus, par rapport à la précarité énergétique, parce qu'il faut aussi en parler, actuellement, il est bien évident que l'ensemble de la population souffre de cette précarité et des fortes hausses
que ça soit des charges ou de l'essence, hein, parce que c'est actuellement l'actualité numéro 1 pour tout le monde de savoir comment ils vont trouver de l'essence. Et d'ailleurs, on peut se féliciter, au contraire de certains gouvernements, on peut se féliciter qu'il y ait une grève et que des gens se battent pour avoir des meilleures conditions de salaire et arrêter de leur taper dessus en leur disant que c'est de leur faute si on n'a pas d'essence. À un moment donné, il faut qu'on soit solidaire des luttes et ça participe des convergences. Notamment, et pas seulement avec les jeunes, mais avec l'ensemble des salariés. Mais voilà, il y a toute cette précarité qui fait que le gouvernement ne répond pas. Quand il vous dit qu'on va augmenter simplement les loyers de 3,5, alors qu'on sait que de toute façon l'augmentation était de 3,5, quand il sait que les bourses n'augmentent que de 4%, sauf que vous avez 73% des étudiants notamment qui ne bénéficient ni d'une bourse ni des APL. Autrement dit, vous avez 73% des étudiants qui de toute façon ne bénéficieront même pas des aides de l'État et donc qui vont se retrouver encore plus dans la précarité et qui vont devoir trouver soit des boulots précaires, etc., soit même carrément abandonner leurs études parce que ils n'auront pas le choix. Donc, mais tout ça, ça se construit. Tout ça, ça se construit dans le combat. Il faut effectivement être en capacité de pouvoir mobiliser les jeunes, de leur expliquer effectivement comment se fait le combat collectif, comment on amène au combat collectif. Je parlais du logement, mais bien évidemment qu'il y a tout ce qui concerne le climat et l'écologie, avec un grand E, l'écologie au sens noble du terme, qui est évidemment quelque chose de prégnant de plus en plus. Je viens de voir encore récemment que ce grand populaire, je crois, et l'ONU, ou je ne sais plus, enfin j'ai cru voir ça ce matin, qui est en train, juste avant la COP, qui va se mettre dans un mois, qui est en train de mettre une alerte parce qu'il y a de nombreuses régions dans le monde qui vont être inhabitables parce que soit elles seront trop humides parce qu'elles sont complètement noyées, soit elles sont trop chaudes et donc elles ne peuvent pas être habitables. On est vraiment dans une crise sociétale et une crise mondiale sur laquelle il va falloir qu'on s'empare de l'ensemble des leviers. Ça, on ne pourra pas le faire seul. La CNL ne pourra pas le faire seule. Les autres associations ne pourront le faire seules. À un moment donné, il va falloir effectivement qu'on converge pour pouvoir trouver des modes d'action communs et des modes effectivement de revendication communs. C'est possible, on a les mêmes constats, on a peu ou prou les mêmes valeurs et les mêmes revendications. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on puisse aller se dire, il faut quitter la table et aller dans la rue et prendre cette lutte, pas traverser la rue comme propose Macron très délicatement pour aller trouver un travail, mais sur occuper la rue et aller descendre dans la rue pour dire non, on veut un autre monde, parce qu'on est dans cette situation-là. On n'est plus dans savoir est-ce qu'il faut un autre logement ou une autre université ou une autre recherche. Puis en plus, je suis issu de l'université, donc je suis de très près en plus ces nouveaux projets de réforme des recherches qui est inacceptable. Mais voilà, descendre dans la rue avec ces mêmes idées, ces mêmes convergences, et je pense que si on met tous dans la rue à un moment donné, on arrivera peut-être à faire bouger les choses. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut mettre en place une convergence jeune? Vous partez d'un constat quand même commun tous les deux, c'est que finalement, du coup, l'engagement jeune, il se définirait actuellement par quelque chose d'assez éphémère et de volatile, et sur des sujets précis à un moment donné. Donc comment est-ce que, à partir de ce constat-là, il peut être construit une convergence entre différents sujets de lutte pour permettre une mobilisation plus globale au niveau jeune? Je pense que l'engagement, l'engagement dans des organisations, il est volatile. Parce qu'effectivement, tu le dis assez bien, c'est un engagement à l'action. Malgré tout, l'engagement, il est, en tant que pratique de vie quotidienne, en fait, il est constant. Et c'est aussi pour ça, et ça il faut aussi le comprendre, parce que sinon on se dit ah là là, ils sont dépolitisés. Enfin, moi j'entends beaucoup de vieux militants qui se disent ah elle est où la jeunesse, machin, etc. C'est pas du tout alors que concrètement ils sont face à des gens qui sont en réalité souvent très politisés pour leur âge. Notamment parce que grâce aux nouvelles technologies, on a quand même très facilement accès aux informations, et donc dès qu'on est indigné par une petite chose, on peut très facilement tirer le fil et atteindre un bon niveau de connaissance des situations. Donc en réalité, il ne faut pas voir ça, c'est juste que c'est difficile quand on est dans des conditions de vie aussi précaires et qu'on est aussi dans une telle anxiété face à l'avenir. Parce que quand on est au présent, du jour au lendemain, on ne sait pas comment pouvoir se manger. Moi j'ai plein d'amis qui ne renoncent à se soigner à cause de leur manque de moyens. Voilà, donc
quand du jour au lendemain, on ne sait pas, quand sur les prochaines années, on ne sait pas si on va avoir un emploi, parce que même avoir un diplôme, ça ne garantit pas d'emploi, et que l'ubérisation, c'est le travail des jeunes au présent, mais c'est aussi ce qu'on leur prépare pour l'avenir, puisqu'on généralise ça dans tous les secteurs d'activité autant que c'est possible, hein, ça fait le gouvernement, il se fait un plaisir à ça. Et puis, à encore plus long terme, on a l'épée de Damoclès climatique, donc l'horizon, il est bouché à tous les étages. Il n'y a, pas de meilleur des mondes qui nous attend, et donc c'est pour ça aussi que c'est très difficile de dire on va se mobiliser pour défendre un projet de société. D'une part parce qu'aujourd'hui les organisations de gauche ne défendent plus un projet de société comme ça a pu être le cas au siècle précédent. Et d'autre part parce que dire alors on va construire un nouveau monde alors que le monde présent, le socle commun qui est la terre sur laquelle on habite est en train de se péter la gueule, ça paraît difficile, ça paraît utopique. Beaucoup de jeunes aujourd'hui posent des questions très très concrètes. C'est pour ça que on a vu avec beaucoup d'étonnement la question du nucléaire revenir dans la jeunesse. Mais moi personnellement je suis profondément opposé au nucléaire. Notamment parce que je pense que c'est une énergie qui sur le papier produit beaucoup et paraît donc très, très utile, mais qui en réalité ne résiste pas au moindre petit sursaut climatique, à la moindre... enfin on l'a vu cet été avec plein de réacteurs qui ont été fermés, la grande majorité, à cause de la sécheresse. Mais c'est devenu un truc qui a parlé à beaucoup de jeunes parce qu'ils se sont dit bon, on est face à une crise, donc il faut qu'on sorte du charbon, du pétrole, et qu'est-ce qui produit énormément d'électricité? Le nucléaire. Donc c'était cohérent. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui cherchent des choses qui marchent bêtement, qui sont efficaces. Et souvent, notre culture politique à gauche qui est charriée par de l'histoire, de la sociologie, a un peu de mal à répondre un peu au tac comme ça à des sollicitations. Et il faut voir que non seulement ça démobilise, et en même temps le gouvernement peut s'embrécher dans la brèche en faisant des plans com avec des youtubeurs et se faire passer pour à l'écoute en faisant de la simplicité. Moi, je crois qu'il ne faut pas chercher à aller expliquer aux jeunes la vie, il faut les rejoindre quand ils se mobilisent. Il faut profiter de la moindre mobilisation pour le climat, de la moindre révolte dans une fac, pour aller les soutenir, quelle que soit l'association, le syndicat, le parti qu'on est, et d'abord les aider là où ils sont. Enfin, je veux dire, c'est exactement comme... les personnes racisées dans les quartiers populaires, c'est comme les femmes, on ne va pas parler à leur place, on ne va pas leur expliquer la vie, on les laisse se mobiliser et on les soutient là où ils sont. Je crois que c'est essentiel, notamment parce que vraiment on est à une époque où ce qu'on nous apprend dans la presse, etc., c'est que se mobiliser pour défendre nos droits, c'est mal. Voilà. Il faut serrer les couilles, il faut travailler, et il ne faut pas défendre son identité, il ne faut pas défendre le minimum de droits auxquels on est censé avoir accès, etc. Et donc aujourd'hui, les jeunes sont tellement résignés qu'ils ne vont plus fondamentalement dire tout de suite « moi je veux le RSA jeune qui serait une solution extrêmement concrète ». Je veux dire, il y a plus de la moitié de jeunes qui bossent ou qui cherchent un emploi, donc un RSA, ça paraît tout à fait logique. Pourquoi pas? Eh bien parce que on leur dit non, il faut travailler, il faut être sérieux, notamment dans les études, etc. Enfin, il y a une déconnexion. Donc du coup, voilà, je pense qu'il faut aller les soutenir là où ils sont. Il y a un travail sur la bataille idéologique aussi à mener. La bataille idéologique, moi je crois que on a déjà une culture commune qui est forgée par la crise écologique, qui est forgée par les outils de communication communs qu'on a. Maintenant, de faire de cette culture commune quelque chose d'engageant, pour lequel on a envie de se battre, pas seulement dans lequel on a envie de vivre, c'est un enjeu, et c'est aussi ça l'enjeu de rendre l'espace politique accueillant, de le rendre sûr. Je veux dire, on est en plein moment à l'anniversaire de MeToo, dans la question de comment on protège les femmes au sein des organes politiques de la prédation des hommes. Ben, ça, c'est une question qu'il faut vraiment continuer à travailler et prendre extrêmement au sérieux. Et pas seulement la question des femmes, la question des personnes racisées, la question des personnes en situation de handicap. L'inclusion et rendre les espaces sûrs, safe, mais accueillants, avec de l'écoute, c'est
absolument vital parce qu'aujourd'hui, on ne parviendra pas à mobiliser, à donner envie de se battre pour un nouveau monde à une génération en ayant juste un discours martial militant à l'ancienne. Non, il faut mettre en place l'entraide qu'on défend dans nos idées. Il faut la faire vivre concrètement. Et exactement de la même façon, quand on défend le fait que les jeunes doivent s'impliquer plus tôt dans la vie publique, avec le droit de vote à 16 ans, etc., ben, il faut le mettre en place tout de suite. Il faut tout de suite permettre à des lycéens, à des jeunes dans les quartiers de participer à de la vie associative et politique. Sinon, évidemment, ils n'auront pas envie plus tard de rentrer dans un système qui dit d'un côté droit de vote à 16 ans, mais qui ne fait absolument rien pour le faire. Au-delà du logement, et là je rejoins totalement ce qui a été dit, au-delà du logement, et la question du logement sur laquelle nous on est partie prenante, pas seulement, parce qu'il y a aussi la consommation, mais le projet du gouvernement depuis 2017, mais c'est pas que depuis 2017, hein, c'est sûr que depuis 40 ans, les projets des gouvernements successifs, et surtout du gouvernement actuel, qui est quand même assez terrible, c'est un véritable projet de société. On n'a pas des gouvernements qui sont là simplement pour essayer de transformer telle ou telle loi. Ils ont une vision de la société qui est complètement différente de celle qu'on essaye de défendre, ou en tout cas on essaye de mettre en place. Et je suis d'accord que là on est sur projet de société contre projet de société. C'est-à-dire qu'on n'est plus, encore une fois, sur des actions, des idées ponctuelles, mais je pense qu'on est sur des combats de valeurs. Et c'est sur ces combats de valeurs qu'on va pouvoir se rejoindre et qu'on va pouvoir se battre. Alors là, je rejoins tout à fait. Effectivement, nous, l'ADN de la CNL, c'est pas, d'autant plus que nous, on est dans les quartiers, dans les cités, etc. Les gens, quand on les écoute, on n'est pas là pour leur dire, effectivement, vous devez faire comme ça, vous devez être ceci. Non, nous, on vous écoute et on va vous accompagner dans ce que vous souhaitez être. Et c'est ça qui est très important. Et je pense que vis-à-vis des jeunes notamment, c'est ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire écouter les jeunes. Et voilà, et on va vous accompagner dans ce que vous souhaitez être. Et récupérer, ou en tout cas être en capacité de retourner dans l'espace politique duquel on essaye de les exclure systématiquement, parce qu'on considère que s'ils sont jeunes, donc ils n'ont pas à avoir accès à l'espace politique. Bien au contraire, je pense qu'ils ont beaucoup de choses à donner à cet espace politique, et il faut qu'ils aillent le prendre. Et il faut qu'on les aide à le prendre. Et nous, la CNL, on est dans cet espace politique. Il faut qu'on soit en capacité de pouvoir mobiliser pour qu'ils prennent cet espace politique et redonner effectivement un sens à toutes les actions qu'on peut faire. Tu as parlé du vote, notamment à 16 ans. Je pense que c'est une arme formidable si elle n'avait pas été dévoyée depuis des années, effectivement, au sein des différentes élections qu'on a connues, et la désaffection grandissante des citoyens en général par rapport au vote, alors que c'est un moyen formidable de pouvoir effectivement déjà donner son avis et de pouvoir dire que je suis pour ou contre au moins quelque chose. Et nous sommes d'autant plus conscients et interpellés par le vote que il se trouve que cette année, à la fin de l'année, entre le 15 novembre et le 15 décembre, il y a les élections des représentants des locataires au sein des bailleurs. Je rappelle que ça représente à peu près 5 à 6 millions de locataires, donc potentiels électeurs. Je rappelle que même les étrangers peuvent voter. Alors je ne fais pas de publicité, mais c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que c'est quand même une rare des élections où les étrangers, on leur demande leur avis. Et je prendrai une petite aparté, parce que c'est très importante, parce que ça m'avait fortement touché. Il se trouve que nous, dans une ville, il se trouve que je suis aussi responsable départemental de la CNL, et il se trouve que dans une ville, Valenton, pour ne pas la nommer, nous avions décidé, il se trouve qu'il y a c'était un ANRU, donc dans le cadre d'une destruction-reconstruction d'un quartier, et que les locataires de ce quartier n'étaient pas du tout concertés par le bailleur, et je vais le nommer Séquence, parce que je me permets de les nommer, et qui ne leur demandaient même pas leur avis. Et nous, on s'est dit, mais à un moment donné, c'est peut-être à eux qu'il faut demander leur avis, qu'est-ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils veulent qu'on détruise, est-ce qu'ils veulent déménager, est-ce qu'ils veulent rester dans leur quartier, etc., etc. Et on a décidé de faire une votation, mais une votation, enfin un vrai vote, avec une urne, avec un huissier, etc., etc. Et en fait, au-delà du résultat, parce qu'on savait que le résultat allait être très, très, très largement en défaveur de la destruction, mais ce qui était important, c'est qu'on voyait des gens qui venaient pratiquement en pleurs devant nous pendant le vote, en nous disant, des vieilles personnes, des personnes étrangères, etc., qui venaient en nous disant, c'est la première fois qu'on demande mon avis. Je me disais, mais là, c'est incroyable, il faut qu'on nous proposions un vote sur un sujet qui les intéresse, qui les interpelle, pour qu'ils votent pour la première fois de leur vie. Et donc, ça m'a donné, là, c'est le moment qui m'a dit qu'effectivement, le vote peut être une arme extraordinaire, une arme essentielle, à partir du moment où on arrive
à donner les moyens aux gens et à leur dire, vous pouvez vous approprier le résultat d'un vote parce que c'est essentiel. Et donc, ces élections, pour nous, sont très importantes. Et j'invite les jeunes à y participer. Alors, évidemment, voter pour la CNL, pourquoi pas, mais à y participer massivement parce que je pense que c'est un moyen de se réapproprier l'espace politique, mais à sa façon. Et pas en fonction, effectivement, de ce que veut faire un gouvernement qui, encore une fois, essaye de détruire. En plus, on est dans une destruction massive de la démocratie directe, locale, etc., voire participative. Et on le voit par l'autoritarisme qui se dégage de toutes les actions et le 49.3 qui est promis notamment et n'est qu'un exemple parmi d'autres. Donc bien au contraire, il faut se réapproprier tous ces moyens d'expression et je suis entièrement d'accord sur cette démocratie transversale, horizontale. Il faut arrêter de penser que parce que nous sommes une organisation, nous sommes en capacité de dire fais face. Non, non, il faut que la base soit en capacité d'avancer ses idées et qu'on nous accompagnons ces idées-là. Et c'est comme ça que les choses avanceront. Et c'est comme ça que la convergence se fera, je pense, d'une meilleure manière entre les associations, entre les organisations, et que nous pourrons amener un autre projet de société, parce que effectivement nous sommes dans un autre projet de société. Nous, on le voit par rapport au logement, où on a une autre idée du logement social, qui n'est pas celle du gouvernement, qui veut le privatiser, le marchandiser, en faire un élément de spéculation au profit de quelques grands. Non, nous, on considère que le logement social, c'est pour tout le monde, que ce soit une personne âgée, que ce soit une personne handicapée, que ce soit une personne jeune, et que tout le monde peut y naître, vivre et mourir sans se prendre la tête, effectivement, sans penser que la finalité est de devenir propriétaire. Ça, c'est un projet de société qui va à l'encontre de ce qui est présenté actuellement par le gouvernement. Et il fait partie, effectivement, d'un ensemble plus global, d'un projet sociétal sur lequel, effectivement, on peut se retrouver avec les jeunes. Merci. Et alors peut-être pour conclure, si vous deviez essayer de définir ce qui fait la spécificité des jeunes dans le mouvement social, dans les mobilisations écologiques, sociales, etc. Qu'est-ce que vous diriez en quelques lignes, en quelques mots? La spécificité, je pense que vous l'avez assez bien défini dans le titre de votre séquence. Il y a habitants du monde. Voilà. Je pense que ma génération, elle est née avec l'épée de Damoclès climatique, mais aussi le monde entier comme horizon. Et ça, c'est quelque chose de fort. À mon avis, il faut prendre conscience de ce que ça représente et essayer d'en jouer autant que possible pour en faire quelque chose de positif. Je crois qu'en ce moment, on est dans un moment où le repli sur l'échelle de la nation va être de plus en plus fort avec la montée des tensions internationales. Et ça va considérablement entacher l'espoir qu'on peut avoir. Je crois qu'on est très très nombreux à toujours rêver de partir de ce monde immense qui est sous nos yeux, mais aussi d'être désespéré de sa fragilité et de sa violence grandissante. Voilà, je pense que c'est ça qui caractérise le plus la jeunesse, cette tension-là, entre fragilité et espoir. Bah, moi, je reprendrai effectivement l'habitant du monde. Il y a cette théorie, il y a quelques années, on parlait de la théorie du chaos, que les battements des ailes d'un papillon à un endroit a des conséquences à un autre endroit, mais on ne l'a jamais autant vécu que maintenant. Quand vous voyez les inondations énormes qu'il y a au Pakistan, au point de détruire 2 tiers du pays, quand vous voyez la crise effectivement en Ukraine, qui touche directement notre vie quotidienne. Et on le voit, la pénurie d'essence, les éventuels dangers de coupure d'électricité ou de gaz, parce qu'on ne sait pas trop comment va être la situation dans quelques mois. Voilà, ce qui se passe à un coin du monde a forcément des répercussions sur notre vie quotidienne. Et donc il faut effectivement penser non pas en termes de France ou même d'Europe, mais en termes de monde. Et habitant du monde me va bien. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'on soit en capacité de prendre conscience que nous vivons tous sur une même petite planète et que la moindre petite action, en bien ou en mal, que nous faisons, a forcément des répercussions. Et les jeunes, pour le coup, sont un moteur en ce sens. Je ne dis pas que nous, on est vieux et qu'on n'a plus rien à faire, qu'on soit clair, mais il est bien évident qu'à un moment donné, il y a des générations qui viennent, des générations, nous, on doit laisser effectivement une planète, tant bien que mal, bien, pour que cette génération-là puisse se l'accaparer de belle manière, qu'elle puisse la transmettre de belle manière. C'est un travail continuel, c'est un travail continu, et ça se fera que si nous sommes ensemble,
autour de ce projet et autour de ce projet sociétal. Et ensemble, je pense qu'on peut faire bouger beaucoup de lignes à partir du moment où les mobilisations sont possibles. Encore faut-il que nous puissions nous croiser à un moment donné dans cette rue, dans cette fameuse rue. Et moi, je demande que ça, qu'on arrive à se croiser dans cette rue, qu'on puisse en débattre et qu'on puisse actionner toutes les actions et toutes les idées possibles pour qu'on puisse avancer vers le projet commun qu'on souhaite. Ok. Merci à Merlin et Alain pour Merci à toi cette d'avoir été. conférence. Merci. Merci. Alors, ces deux tables rondes, je pense qu'elles ont été très riches en apports et en discussions. Je crois qu'on a bien compris que les sujets pour la mobilisation des habitants ne manquent pas. L'écologie, le pouvoir d'achat, le progrès sociétal ou social. On a vraiment beaucoup de sujets pour que les habitants puissent se mobiliser. Alors, il y a aussi quelque chose d'important à avoir en tête, c'est que la somme de toutes les colères individuelles doit pouvoir se transformer en succès collectif. Ça, c'est l'enjeu justement de la mobilisation donc, des habitants. Alors, pour se mobiliser, il faut peut-être aussi davantage on travaille avec les habitants, les organisations de locataires comme la CNL, pour que véritablement on connaisse tous les leviers qui existent, parce qu'il existe des choses, notamment les accords collectifs, il existe aussi les conseils de concertation locative, dans lesquels on peut véritablement faire avancer les sujets du quotidien auprès des bailleurs sociaux, et pourquoi pas aussi demander que ces conseils de concertation locative soient davantage mis en place dans le parc privé. On doit aussi travailler, à mon avis, pour la démocratie, on doit travailler et se mobiliser pour obtenir des nouveaux droits. Des nouveaux droits, par exemple, avoir plus d'élus dans les conseils d'administration des organismes bailleurs sociaux. Nous réclamons, nous la CNL, que les bailleurs sociaux aient des conseils d'administration avec un tiers des administrateurs locataires. Ça paraît peut-être beaucoup, mais c'est quand même les locataires qui sont les premiers experts du quotidien et qui peuvent au mieux porter donc la voix des habitants dans ces instances. Il faut aussi oser le droit de veto des représentants des locataires. Pas un droit de veto obstructif, mais un droit de veto constructif qui permettra d'organiser véritablement une concertation sur des sujets bien précis qui touchent à la stratégie de l'organisme, au patrimoine de l'organisme, par exemple pas de fusion sans l'avis des locataires, pas de vente HLM sans l'avis des locataires, pas de destruction sans l'avis des locataires, pour que véritablement on puisse avancer. Alors, on l'a vu au long de cette discussion qu'il y a bientôt un moment important de démocratie dans ce pays, puisque ça concerne 11 millions d'habitants et 4 millions de foyers qui vont voter aux prochaines élections des représentants des locataires. Donc ça va se passer du 15 novembre au 15 décembre, partout en France et dans les dom-toms. Donc on va pouvoir voter donc, pour son représentant des locataires. Et je ne peux qu'inviter les habitants, les locataires HLM, à voter pour leurs représentants, qui sont véritablement leurs porte-parole. Et je sais qu'ils pourront compter sur les élus des CNL dans ces conseils d'administration pour porter la voix des habitants et pour véritablement obtenir des choses importantes pour le quotidien des habitants.